Pascal, je voulais commencer par te remercier d'avoir accepté cet échange avec moi. Ça me tenait très à cœur parce que moi j'avais eu la chance de te rencontrer à nouveau peu de temps après le décès d'Anna et voilà, l'attitude que tu avais eue à ce moment-là, ton empathie, ta bienveillance, ça m'avait beaucoup touchée. Et puis en plus tu m'avais voilà, glissé pour le coup une fleur au passage qui était une des fleurs de Bach que tu utilises dans ta pratique, Star of Bethlehem, qui m'avait fait beaucoup de bien. Et en fait, je pense que toutes ces attentions-là, qui ont suscité pour moi beaucoup de reconnaissance, c'est ce qui aussi m'incite aujourd'hui à vouloir présenter le travail que tu fais comme étant une ressource possible et une ressource supplémentaire pour les mamans, les parents de façon générale. Je parle beaucoup des mamans, mais il y a aussi les papas qui vivent un deuil. Alors, c'est vrai que ma pratique, elle est très axée autour du deuil périnatal. Mais voilà, je pense aux personnes qui sont en deuil de façon générale aussi, parce qu'il y a une singularité de chaque situation, y compris dans le deuil périnatal, mais il y a aussi l'universalité du thème, l'universalité des émotions et des pensées qu'on a à propos de la perte de cet être cher. Donc, est-ce que tu veux bien d'abord te présenter à nous, s'il te plaît ? Oui, alors, donc moi je suis conseillère, donc je m'appelle Pascal évidemment, et je suis conseillère enseignante agréée par le Centre Bach en fleurs de Bach. C'est vraiment juste mon outil et je suis très heureuse d'utiliser cet outil qui sert à apprivoiser ses émotions. C'est une méthode qui vient nous aider lorsque nos émotions prennent trop de place, viennent envahir notre quotidien et sont inconfortables. Pour moi, l'émotion, la joie, la tristesse, la colère, la jalousie, l'envie, la peur, c'est la vie. Et lorsque ça se cristallise, lorsque ça prend trop de place dans notre quotidien, ça devient un état émotionnel. Et c'est à ce moment-là, pour faire un peu court, que les fleurs de Bach viennent nous réharmoniser, nous prendre dans les bras, nous aider à apprivoiser nos émotions et à les vivre telles qu'elles arrivent. Et du coup, nous permettre de nous retrouver, de retrouver notre cœur, notre âme, je ne sais pas comment on peut l'appeler, en tout cas de se retrouver et de pouvoir être nous-mêmes dans les situations même les plus difficiles, comme nous allons en parler aujourd'hui avec le deuil périnatal. Je pense que le point commun qu'il y a dans nos pratiques, puisque moi tu le sais, je suis coach et je me suis spécialisée sur l'accompagnement des parents qui vivent un deuil périnatal, et c'est en fait ce point commun d'accorder toute la place aux émotions, à les écouter, à les prendre en charge, parce que culturellement, j'ai remarqué qu'il était des fois plus valorisé d'avoir, comme je te disais, la tête froide. Donc, quelqu'un qui sait maîtriser ses émotions, cacher ses émotions, alors qu'une personne qui extériorise, exprime ses émotions, souvent sera qualifiée peut-être de fragile ou d'hypersensible, pour les mots les plus doux. Alors qu'en fait, effectivement, nos émotions, c'est ce qui fait de nous des êtres humains, capables de vivre des choses très belles et très confortables, et puis d'en passer aussi par des moments plus douloureux et plus inconfortables. Et en fait, je me disais que finalement, on se retrouve tous à un moment du deuil submergés en fait par des vagues émotionnelles, peut-être particulièrement, en tout cas avec une grosse intensité au début. Et c'est un moment où il est parfois difficile de nommer ce que l'on ressent, alors que nommer, c'est peut-être un peu ce qui permet d'établir une certaine distance. En fait, quand on nomme une émotion, on n'est plus complètement cette émotion-là. Et je me dis que quand c'est difficile ou quand on n'en est pas là tout simplement, peut-être qu'une des ressources qui existent, un des recours, ça peut être les fleurs de Bach. C'est ça, c'est mon travail d'ailleurs. En fait, j'ai 3 fonctions. Je vais être une facilitatrice, c'est-à-dire qu'une personne va venir me voir. Aujourd'hui, en entretien, j'ai une dame qui n'arrive pas à parler de ses émotions. Donc elle m'a raconté beaucoup de choses. Je l'ai remerciée pour ça d'ailleurs. Mais c'était difficile pour elle de parler de ses émotions. Donc mon travail, c'est en toute bienveillance et où en est la personne, de l'aider à verbaliser. Je suis donc une facilitatrice. Derrière une peur, une colère, on peut retrouver une autre émotion. Et derrière, comme aujourd'hui,
ma cliente qui me racontait des tas de faits, eh bien, petit à petit, j'ai réussi, et elle a réussi surtout, à quand même pouvoir exprimer certaines de ces émotions qui prenaient trop de place. Et ensuite, la deuxième fonction, c'est je suis une traductrice. Je traduis les émotions en fleurs. C'est là où il n'y a aucun jugement. Chacun ou chacune arrive avec ce qu'il est à un moment donné. Et mon travail n'est pas ni de juger, ni de dire ce que tu dis, là, très justement, ce que beaucoup dans notre éducation on nous dit, mais non, tu verras, ça va aller, mais non, ne pleure pas, sois forte. De toute façon, tout passe. Oui. Voilà, toutes ces petites phrases. Mais non, non, non. J'en suis, moi, là, que je suis très, très triste. Donc, mon travail, c'est vraiment juste d'accueillir et de traduire. Parce que vous me dites ça, je vous donne telle fleur en fleur de bac, ça ne sort pas du tout d'un chapeau où il n'y a pas le flacon d'œil, justement. Voilà, ça, c'est pas possible. C'est l'antithèse des fleurs de bac. J'ai 38 fleurs et il y a des millions de combinaisons qui vont être individuelles à chaque personne qui va venir me voir. Oui. Parce que chacune, vous allez, ou chacun, va vivre son deuil à son moment, à sa façon, avec ses émotions, ses colères, ses dénis, tout ce qu'on peut ressentir dans un deuil, mais chacune à un moment donné. Donc moi, lorsque je prépare un flacon, c'est vraiment individuel à la personne qui vient me voir. Un peu ce que je t'ai dit quand je t'ai rencontrée. C'est-à-dire que la tristesse était là, et sans jugement, j'ai juste dit, essayez ça, et peut-être, ça pourra faire quelque chose. Et ça a fait quelque chose, je te le confirme. Voilà. C'est une lecture émotionnelle, potentiellement. En fait. Et ensuite, ma dernière fonction, je suis une éducatrice, et ça, je pense que c'est une part que j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'ensemble, eh bien, je vais pouvoir dire, vous pouvez utiliser telle fleur toute seule. Quand il y a un gros truc, c'est allô, la conseillère. Mais sinon, le reste du temps, continuez à vivre avec les fleurs de bac soi-même, chez soi. C'est sans danger, ça marche avec les animaux, avec les plantes. Vraiment, ça peut nous accompagner comme une tisane. Et du coup, c'est savoir, voilà, j'accueille l'émotion au moment où elle arrive. Et soit je prends une fleur, soit déjà ce que tu es en train de dire. L'accueillir. Déjà, la verbaliser, l'accueillir, ça nous fait un bien fou. Tout à fait. Ça fait un bien fou. Tu vois, pour le coup, c'est un deuxième point commun dans notre pratique que je viens de réaliser. C'est effectivement, alors d'accueillir effectivement la personne là où elle est, mais de favoriser aussi son autonomie. Parce que moi aussi, dans les outils que je transmets, et notamment sur le plan émotionnel, quand je propose effectivement à une personne de nommer ce qu'elle ressent, de l'identifier pour s'en distancier un petit peu, et pour ça, de façon très concrète, d'aller chercher dans ses sensations physiques où est localisée l'émotion, et puis à quoi elle ressemble pour elle. Et en faisant ce travail, très souvent, l'intensité de l'émotion diminue parce que finalement, le message est entendu. C'est ça. On lui a accordé une place. Et en fait, je me demandais, toi, qu'est-ce qui t'a amené à... Parce qu'il n'y a pas de hasard, on est d'accord toutes les deux. Qu'est-ce qui t'a amené à t'orienter vers cette pratique-là? Et pourquoi est-ce que tu te sens si alignée avec cette pratique aujourd'hui? Je pense que comme beaucoup, j'ai eu des traumatismes dans ma vie et j'avais pas envie de faire une psychothérapie longue, coûteuse, douloureuse. J'avais pas du tout envie. Et puis un événement plus douloureux qu'un autre m'est tombé dessus, m'a terrassée. Et j'avais une copine qui intellectuellement avait fait une formation en fleurs de bac. Elle était RH dans une grosse boîte. Et elle me parlait toujours de ses fleurs, mais vraiment ça rentrait, ça sortait, ça m'intéressait pas du tout. Et ce jour-là, ce jour où j'ai été terrassée par cet événement, elle n'était pas loin de moi et elle me dit « Pascal, viens, on va faire un entretien fleurs de bac ». Je suis venue, je me suis écoulée et puis j'ai parlé. Et elle m'a préparé ce fameux petit flacon que je fais d'ailleurs maintenant et que je propose. Et j'ai eu l'impression qu'on m'a enlevé un voile devant les yeux. Waouh. Mais vraiment physiquement. Oui, littéralement. La situation était toujours très difficile, mais je sentais que je m'étais vraiment reconnectée à quelque chose, plus ancré, et que du coup, j'allais pouvoir accompagner cette situation et la personne dans cette situation en étant forte, en étant moi-même et vraiment avec une sensation d'être connectée à quelque chose et d'y voir clair. La situation n'a pas changé, mon regard en revanche sur la situation a changé, mon point de vue a changé. J'ai pu accompagner et j'ai su à ce moment-là, mais là moi j'ai eu un vrai état de grâce avec les fleurs, où j'ai su très rapidement que je voulais en faire mon métier, que je voulais m'en servir.
Donc déjà, je les ai essayés, je les ai utilisés, ça a duré quelques temps. Donc je suis allée voir mon amie, là du coup ça y est, je l'ai entendu. Ouais, Et bien donc sûr. on a fait 3 entretiens toutes les deux à 1 mois d'intervalle. Et ensuite j'ai commencé à faire ma formation qui dure quand même 2 ans et demi ou 3 ans parce que pour être conseillère agréée par le centre BAC, c'est vraiment tout un parcours. Tu sais, je t'avais dit, j'avais posté donc 2 questions Oui. pour qu'on soit les plus justes possibles, enfin, surtout pour toi, dans ton apport en fait, à la réalité de ce qui est et de ce qui est très présent émotionnellement parlant dans le deuil périnatal. Et donc mes 2 questions, c'était en gros, voilà, quelles sont les 3 émotions que vous avez ressenties le plus fréquemment au cours d'une journée en étant proche du moment de la perte de votre bébé ou d'un proche. Et ensuite, quelles sont les 3 émotions que aujourd'hui, présentement, vous ressentez le plus fréquemment. Et en fait, parmi les réponses que j'ai eues, les émotions les plus récurrentes, il y avait la colère, la tristesse, la culpabilité, le sentiment de solitude, le désespoir, le manque, le vide. On l'entend, le vide, puisqu'il y a aussi l'aspect physiologique, évidemment, qui rentre en ligne de compte. Le choc, le sentiment d'incompréhension. Et donc moi, je te partage les miennes. Ça a été la tristesse, la colère et la culpabilité. Moi, ça a été un deuil particulier parce qu'un peu en poupée russe, les poupées russes du deuil, puisqu'il y a eu l'annonce du diagnostic de ma fille, où il y a déjà un premier deuil, et là, on était beaucoup, et dans la tristesse, ça c'est une émotion récurrente. Mais la colère, très fort à cette période-là, la culpabilité aussi, parce que je me suis dit, bon, bah, en fait, je ne suis pas fichue de donner la vie et de la donner de façon saine pour mon bébé. Ah ouais. Et l'amour aussi, qui a été par contre une constante sur la grossesse. Mais voilà, tristesse, colère, culpabilité. Et on est nombreux à se retrouver, je pense, dans ces émotions-là. Je te faisais mention de la solitude, du désespoir aussi. Bien sûr. En plus, donc, qu'est-ce que tu recommanderais concrètement dans ta pratique ? Alors, c'est toujours bien, à mon avis, de venir voir une conseillère un moment pour dénouer tout ça. Bien sûr. Mais quand même, il y a quelques fleurs là que je peux conseiller en les expliquant. Et du coup, si les personnes qui te suivent peuvent les utiliser comme toi quand je t'ai dit le star. Tu vois, je ne t'ai pas proposé d'ailleurs à ce moment-là de venir me voir parce que ce n'était pas le moment. C'est vrai. C'était pas l'endroit, c'était pas le moment. C'est vrai. D'ailleurs, tu ne me demandais rien. Tu m'as parlé et tu m'as raconté. J'ai juste accueilli ta grande souffrance à ce moment-là et donc je t'ai proposé la fleur. Donc là, je vais faire la même chose. D'accord. Après, c'est bien d'aller voir une conseillère Bien sûr. pour aller dénouer, mais parfois, on n'en a même pas la force. C'est possible de ne pas en avoir la force ou l'envie ou ce qu'on retrouve. Alors, t'en parles pas, mais peut-être t'en parleras après. Parfois, quand on est en deuil profond de la perte d'un être tellement aimé ou cher, on n'a pas envie d'aller mieux. Absolument. Absolument. On n'a pas envie d'aller se tourner vers des gens qui, dans le fond, on a l'impression vont venir nous sauver. On n'a pas envie. Non, ben, en fait... D'être aidé à un moment donné, peut-être. Ouais, mais peut-être tu voulais en parler plus tard. Non, mais on peut en discuter brièvement. Effectivement, je retrouve ça avec... Alors, c'est marrant parce que j'ai eu une cliente, typiquement, qui était tout à fait dans ce registre-là. Elle a perdu son conjoint il y a des années de ça. Et donc, on pourrait se dire, bon ben voilà, au bout de tant d'années, elle a fait son deuil. Mais comme je te disais tout à l'heure quand on en discutait, faire son deuil, c'est un peu une expression galvaudée, mais finalement, c'est envisager d'accueillir, de ressentir et de regarder les pensées et les émotions qu'on a vis-à-vis de la perte de cet être. Et donc, c'est un travail qu'elle n'avait pas forcément envie de faire à ce moment-là. Aujourd'hui, elle est plus dans cette optique-là, mais tu vois, elle m'a dit, en fait, j'ai l'impression que si je travaille avec toi, je vais aller mieux. Je sens en fait que je vais aller mieux. On a fait une séance et je sens que je vais aller mieux. Et j'en ai pas envie. Ouais, c'est ça. J'ai encore envie de... Parce que pour l'instant, cette souffrance, elle me lie à mon conjoint. Et donc, j'ai encore envie de la ressentir. Et moi, comme je le lui ai dit, on n'est pas là pour forcer les choses. Et je ne suis pas là pour lui dire, bah écoute, non, renonce à ta souffrance. Pardon, et ses positivités, et ses joies, etc. Mais
Mais je lui ai dit, je suis contente que tu aies pu te rendre compte que le jour où tu as envie d'entretenir ce lien d'une autre façon, ben, tu sais que c'est possible. Et donc là-dessus, je te rejoins parce que, en fait, effectivement, on n'est pas toujours prêt à passer à autre chose. Et notre douleur et notre souffrance, c'est le pendant de l'amour que l'on a pour cet être. Moi, aujourd'hui, j'en suis à un stade où c'est ma joie qui exprime cet amour-là. Et j'ai eu la période où c'était ma souffrance et la douleur, physique notamment, qui exprimaient ce lien d'amour. Mais voilà, là, on est là aussi, du coup, pour dire que au moment où quelqu'un se sent l'envie d'exprimer cet amour d'une autre manière ou de le vivre différemment, ben voilà, ça fait partie des ressources possibles. C'est ça. Et les fleurs que je vais donner, vraiment, personne ne va aller mieux du jour au lendemain. On peut le prendre. D'ailleurs, le star, ça a dû mettre du temps. Je suis sûre que ça a fait son effet, mais à ton rythme. Ouais, j'ai ressenti de l'apaisement en tout cas, assez rapidement. D'accord. Tu vois, j'ai ressenti vraiment un apaisement et la période où tu m'as proposé ça, j'étais dans un moment où je n'avais envie de rien et où je ne me reconnaissais pas parce que je suis je suis boulimique de la vie, passionnée, très entière. Et là, mais plus rien n'avait d'intérêt pour moi, plus rien n'avait de sens, mais plus rien n'avait d'intérêt, quoi. Envie de rien. Et en fait, ça, c'est comme si j'étais noyée déjà dans tous les liquides, le liquide de la grossesse, le liquide des larmes, les poumons pleins. Et en fait, c'est comme si on avait mis une petite chaleur, tu vois. C'est comme si tu t'avais apporté une petite chaleur. Voilà. D'ailleurs, c'est sûrement la première fleur dont je vais parler parce que c'est vraiment la fleur de la douleur, du chagrin, c'est Star of Bethlehem. C'est la fleur qui remet l'âme en route, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, qui va empêcher de cristalliser cette souffrance qui après risque de se matérialiser par des douleurs physiques, forcément, puisque notre corps, à un moment donné, veut quand même avancer, il va vouloir nous exprimer, il va vouloir nous exprimer quelque chose qu'il faudra écouter. Donc, la première fleur, c'est Star of Bethlehem. Je dirais quand même que les chocs, quand même, parce que tu as vécu le choc de l'annonce, le choc... le choc du décès en lui-même. Le choc du décès en lui-même, c'est le rescue. Voilà, c'est le seul mélange autorisé, utilisé par le docteur Bach. Sinon, les mélanges tout faits, c'est à éviter. Mais le rescue, c'est le moment du choc. Donc, à l'intérieur du rescue, il y a 5 fleurs, des 38 fleurs, et c'est la fleur à prendre à ce moment-là. Et donc, on est d'accord, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, c'est... parce que je suis très branchée aromathérapie, mais là, pour le coup, aromathérapie et grossesse incompatibles. Par contre, les fleurs de Bach, l'intérêt, c'est aussi qu'enceintes, pour celles qui ont une annonce comme moi là, d'un diagnostic à risque pour leur bébé, elles peuvent les prendre sans aucun danger pour elles. Sans aucun danger. Ouais, voilà. Sans aucune accoutumance, sans aucun danger, ni pour elles, ni pour le bébé, puisque ça marche bien aussi sur les animaux et sur les plantes. Voilà. Après, il y a de l'alcool. Tu m'as dit la tristesse, la colère, la culpabilité. Ouais. Donc, je dirais le choc, le rescue. La tristesse, bien sûr, c'est Star of Bethlehem. De toutes ces grosses tristesses qu'on peut ressentir. Après... Sur quelle durée, pardon, du coup, Pascal ? Parce que la tristesse, c'est quand même récurrent pendant un long moment. Alors, moi, je dirais... Alors, du coup, avec les fleurs, comme ça marche un petit peu en couche, à partir du moment où tu prends le rescue au moment du choc, par exemple, ensuite, tu vas prendre le star parce que tu as la tristesse, mais du coup, comme ça remet ton âme en route, tu vas aller vers d'autres émotions. Tu ne restes pas cristallisé forcément dans la tristesse. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir de la tristesse plus tard. Du coup, tu peux en reprendre plus tard. Mais ça risque de se transformer après en colère. Parce que c'est un peu tout ça, c'est ce qui, de toute façon, on va vivre toutes ces émotions pendant un deuil. Et un deuil, c'est au rythme de chacun, mais ça peut être entre 6 et 12 mois, ou en 2 ans, ou en plus de temps. Ça, c'est avec chacun. C'est ça. Après, je pense qu'il faut vraiment écouter son cœur. Donc, on va parler que du star. Donc, vous achetez la bouteille de star. Vous mettez 2 gouttes, donc soit dans un fond d'eau, dans du jus de fruits. Après, c'est simple, hein, ou directement dans la bouche. Et vous le prenez tant que votre cœur vous le demande, tant que vous en avez besoin. Tu veux que je te donne d'autres fleurs pour le reste que tu m'as dit ou plus tard? Pour la colère, ça dépend. Si c'est une colère trop d'injustice, une colère rentrée de personnes timides, mais qui trouvent que c'est trop injuste ce qui lui est arrivé. C'est du willow.
et C'est un terme willow. anglophone aussi, là, du coup, Oui, qui alors du coup, décrit, toutes les fleurs dont je parle sont en anglais parce qu'on les achète en anglais dans les pharmacies et parapharmacies. Ok. Donc willow, c'est le saule, willow, c'est W-I-2-L-O-W. Mhm. Et c'est notre part de c'est qu'est-ce qu'on fait de toute cette souffrance que nous avons, toute cette injustice qui nous tombe dessus. Et en prenant la fleur, ça nous permet de voir autrement, un peu comme une montagne où on est sur la face nord, on voit que les choses mauvaises. Et en prenant la fleur de willow, ben on va sur la face sud et finalement on s'aperçoit que sur la même montagne, il y a aussi des petites fleurs qui poussent, Ah, génial. qu'il y a des choses C'est un beau. peu jolies, on va retrouver quelque chose qui va nous faire sourire, ou on va pouvoir accueillir la gentillesse de quelqu'un, par exemple. Oui, Bah, ça, être c'est willow. sensible, enfin la voir, effectivement. Oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Après, ça peut être aussi une colère, au contraire, beaucoup plus sanguine, beaucoup plus vibrante de personnes, parce qu'après, ça va dépendre des caractères des gens Tout à aussi, fait. s'ils sont un peu plus pudiques ou au contraire très, très sanguins. Au lit, c'est la frustration, c'est la colère, c'est pourquoi ça m'arrive. Et on a envie de tout casser. Et on peut ressentir ça, de la jalousie Tout à aussi, fait. la Ah, jalousie. Quand on va voir d'autres parents avec d'autres C'est enfants, ça. des landaux, des poussettes, Ouais, c'est une autre femme insupportable. enceinte. Ah ouais, tout à fait. C'est Tout à fait. insupportable. Et cette émotion de la jalousie, j'aime beaucoup en parler parce que dans nos sociétés, c'est très mal vu d'être jaloux. Ouais, c'est tabou, ouais. Complètement. C'est un peu au même rang pour moi que la honte. Tu sais, on essaie Complètement. D'ailleurs, on a honte d'être jaloux. Et du coup, on en rajoute on C'est est dans ça. une surcouche. Heureusement qu'on dénoue tout ça parce que... C'est ça. Ouais, tout à Et en fait. plus, on se flagelle derrière On se en se culpabilise. disant qu'on Ouais, est tout des à gens fait. monstrueux parce que nous sommes jaloux. C'est ça. Et j'aime Ouais. beaucoup parler de la jalousie parce que si c'est pareil, si on ne la laisse pas cristalliser, cette jalousie, ça m'est arrivé, moi, de voir une belle voiture avec un couple magnifique, avec des enfants magnifiques. Et je suis là, mais moi, mon fils, il vient de me faire un truc débile. Mon mari est monstrueux, il ne m'a même pas offert des fleurs alors que c'est mon anniversaire. Et du coup, j'ai une jalousie dingue contre cette famille. Alors que 2 jours après, il va arriver quelque chose dans ma vie où je ne vais même pas le voir. Donc oui, j'ai le droit d'être jalouse un jour. Il ne faut pas que ça se cristallise. Enfin, il ne faut pas. Si on peut, ne pas le cristalliser. Dans le cadre de ce dont nous sommes en train de parler, évidemment qu'il doit y avoir de la jalousie et cette colère de frustration. Ça. Pourquoi moi j'y suis pas arrivée? Pourquoi je n'ai pas pu le faire? Et c'est monstrueux et ça nous fait mal, ça fait un mal de chien. Ah bah moi, tu vois, alors c'est lié peut-être à la jalousie et ouais, sentiment d'injustice peut-être, de me dire, tu vois, quand je voyais certains parents avant d'entrer en salle avec la sage-femme pour les rendez-vous, moi je savais déjà qu'Anna avait une maladie. Je me disais mais c'est pas juste, la maman je l'ai vue fumer juste avant et moi je fume pas et je mange bio et je fais du sport et je comprends pas, j'ai l'impression d'avoir tout fait comme il faut et non. Et pourquoi? Je voulais pas porter de jugement sur cette maman, elle en est là où elle en est, mais en tout cas je me disais non, c'est pas juste. Et oui, je suis jalouse parce que manifestement tout va bien. Et voilà. Ah oui. Donc oui, comme tu dis, c'est légitime de passer par ces stades-là, mais c'est vrai qu'on se rend compte aussi dans notre cheminement après que ça ne nous est plus favorable. Voilà, qu'il y a un moment où ça nous est favorable de ressentir ça parce que c'est très important de le exprime ce qu'on vient vivre et de ressentir. l'accueillir. Exactement. Et puis après, on se dit bon est-ce que ça m'est favorable de rester de cristalliser comme tu dis. Voilà. C'est ça. Pas toujours. Disons que ça nous fait du mal. Voilà, ça, je rebondis sur ce que tu viens de dire parce que c'est ça. En fait, c'est pas l'émotion qui est mauvaise. C'est ce que ça nous fait. Moi, quand une cliente vient me voir, ce qui me fait mal, c'est ce qu'elle ressent. Enfin, ce qui me fait mal, ça me fait pas mal. Ce que j'entends, ce que j'écoute, ce que je traduis, c'est sa souffrance à elle. Oui. Et de l'accueillir. Parce que ça lui fait mal. C'est pas la jalousie dont je suis contre. C'est juste que je vois que ça lui fait du mal. Oui, c'est ça. Et la prise de la fleur de holly, donc du coup c'est holly le hou, d'ailleurs avec ses pics bien verts là, et ses petites boules rouges, donc H-O-2-L-Y, la fleur d'holly va apporter un apaisement et on va s'apercevoir qu'il y a des choses bien aussi. Ça va vraiment faire tomber la soupape là. Donc ça va faire vraiment du bien. Et la dernière fleur dont je peux parler, la culpabilité évidemment. Ouais. Qu'on se rajoute par-dessus la tristesse. D'ailleurs, ce que tu dis, comme tu dis, ça fait des couches, ça fait un millefeuille. Et par-dessus, on s'en veut, en plus de ne pas avoir été à la hauteur ou
ou en plus souffrir, parce qu'on peut aussi s'en vouloir de souffrir quand tout le monde va dire bon, il faut avancer, il faut faire ci, il faut faire ça. Tout à fait. En plus, on s'en veut de... Et puis je retrouve beaucoup cette émotion-là chez les femmes. Je pense que culturellement, c'est lié aux injonctions qu'on a aussi, alors peut-être moins dans l'éducation parentale qui est donnée maintenant, mais dans celle que tu as pu recevoir ou dans celle que j'ai pu recevoir. Je trouve que la femme est un peu considérée comme le lien social, familial. La petite fille est sage, la petite fille répare, la femme répare, elle s'assure que tout le monde va bien. Et du coup, ça nous met un peu en posture d'échec, ou en tout cas de non-acceptation d'être humaine et d'avoir des ratés comme tout le monde. Et donc, comme on est dans cette culture-là, le jour où il y a un problème avec notre grossesse, on se dit tout de suite, c'est moi, quoi, c'est de ma faute en fait. C'est ça. Et donc oui, je pense que cette émotion-là, à accueillir, à entendre et à prendre en charge, elle est... Ah oui. Et ça, c'est Pine, c'est le pain en fleur de bac, c'est Pine. Et c'est... Tu te rends compte, tu vis la perte de ton enfant, toute cette culpabilité, toute cette masse sociale qui va venir. En plus, il faut aller vite pour... Non, c'est Pine. Cette fleur de Pine, en fait, elle te prend dans les bras pour te dire que tu es parfaite dans ton imperfection. Merci pour, tu vois, du coup, ce premier tour d'horizon sur ces émotions-là, puisque tu as abordé, du coup, la tristesse avec Star of Bethlehem, Pine, du coup, pour la culpabilité. Bien. Et puis, on a vu aussi la colère avec Willow. Willow et Oli. Et Oli. Les deux. Ouais. Big Flo et Oli, c'est Willow et Oli. C'est ça, c'est Willow et Oli. Pour les émotions qu'on ressent un peu plus tard, quand... je dis toujours quand on a un peu cheminé, parce que je te disais, l'idée de progression dans le deuil, c'est assez horrible. Ça renvoie tellement à des notions de réussite, d'échec, alors qu'il n'est pas question de tout ça, évidemment. Donc, quand on a un peu cheminé, il y a d'autres émotions qui s'ajoutent un peu à ces émotions-là, qui s'ajoutent ou qui remplacent, enfin, voilà. Oui. J'ai noté l'acceptation, le sentiment d'une perte de repère, voire d'une perte d'identité. Et là, pour moi, tu vois, c'est un indicateur qu'il y a quelque chose effectivement qui se passe et que la personne est vraiment en chemin de se dire, a remis un pied dans la vie en fait. Et donc, je ne suis plus la personne que j'étais, je ne sais pas encore celle que je veux devenir ou celle que je peux devenir, les potentialités que j'ai. Et moi, je lis ça un peu dans ce sentiment de perte de repère ou d'identité. Il y a aussi l'espoir qui revient, le bonheur, l'amour, l'angoisse, la peur, la jalousie, tu en parlais, qui sont là aussi dans les émotions qu'on m'a rapportées et ressenties plus tard, parce que peut-être que quand on sort aussi un peu de l'état d'hébétude qu'on a au départ, où de toute façon on ne calcule pas trop ce qui se passe autour, là effectivement la jalousie, je regarde un peu les faits depuis un autre angle, depuis une perspective où j'ai déjà cheminé, et je vois cette maman enceinte et voilà, je ressens de la jalousie, ou ça me rapporte à ce qui n'est plus, ce qui n'est pas, etc. Donc là, est-ce que tu penses à... Voilà, est-ce que tu as quelques petits conseils Donc là, on est plus dans le cheminement, parce qu'après, il y a beaucoup de fleurs de désespoir en fleurs de bac, qui viennent aussi nous accompagner quand on ne voit pas d'issue du tout au début. Ou entre les deux, justement. Quand on est sorti de l'hébétude, ça se dit ? Ouais, je sais pas. J'ai dit hébétude, mais... Mais enfin, en tout... On invente des mots. Voilà. On est hébété, voilà. Et voilà. donc, il peut y avoir un vrai moment de désespoir, mais du coup qui va se transformer en lumière de vie. Parce qu'il faut vraiment descendre. Enfin, il y a un moment où on est vraiment dans le désespoir et quelque part, on ne peut faire rien d'autre que remonter. Donc en fleurs, il y a pas mal de fleurs de fatigue, de désespoir, d'abattement. Bon, ça, je peux t'en dire quelques-unes. Mais tu me disais... Oui, d'un coup, quand la lumière revient, quand... Peut-être, je me dis qu'en fait, quand il y a un sentiment de perte de repère ou d'identité par rapport à soi... On pourrait penser à Gentiane, là. D'accord. Gentiane, c'est lorsque... Bon, il s'est passé un événement. Et du coup, on est abattu vraiment. Mais en fait, la prise de la fleur permet de voir un peu la lumière et de croire en notre vie. Ce pourquoi on est là. D'accord. Donner un sens à notre vie.
Voilà, ça fait partie des premières choses. Ah oui, parce que moi, la gentiane, c'était une bouteille dans le bar de mon père, hein, tu vois. Donc, j'étais loin de l'imaginer en usage en C'est fleurs peut-être de pas la bac, même. du coup. Les fleurs de bac, en fait, ce ne sont que des fleurs sauvages. Le sujet que je voulais aborder, c'est aussi les pensées que j'ai pour les mamans qui ont à nouveau un désir d'enfant, qui se projettent dans une future grossesse ou qui sont déjà enceintes, en fait, et qui, elles aussi, traversent une ambivalence d'émotions d'autant plus fortes que j'ai pu constater en pratique, donc en coaching, que c'est en plus très réprimé, parce que tu comprends, moi, de quoi je me plains. Il y a d'autres mamans qui essayent là d'avoir des enfants, elles n'y arrivent pas encore. Moi, j'en ai un suite à la perte de mon bébé et j'arrive pas à être heureuse, en fait, j'arrive pas à me réjouir. J'ai peur de pas aimer cet enfant aussi, autant que j'ai aimé celui que j'ai perdu. Et la question de la loyauté qui ressort aussi, à qui je suis loyale, en fait. Est-ce qu'en aimant cet enfant, je suis toujours loyale à celui que j'ai perdu? La culpabilité qui revient très très fort. Est-ce que je peux m'autoriser à me projeter à nouveau pardon, et à me projeter avec cet enfant à venir? Et donc, voilà, les ambivalences, tu vois, joie, peur, l'impatience aussi, j'ai noté. Oui. L'impatience, parce que moi, je me projette complètement là-dedans. Effectivement, je suis enceinte demain. Honnêtement, je flippe à fond. Je me dis, est-ce que ça va se reproduire? Et en gros, je me dis, je vais vivre 9 mois dans l'angoisse et je ne vais pas arriver à être rassurée avant d'avoir mon bébé dans les bras, quoi. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui traversent ça et qui en plus le répriment parce que... voilà, de quoi tu te plains, quoi. Tu voulais être enceinte, c'est super, maintenant il faut aller de l'avant. C'est ça, toujours. Toujours ces fameuses injonctions Toujours et les phrases assassines qui toujours aident pas, ces quoi. fameuses injonctions. Ah, c'est sûr qu'une maman qui se retrouve enceinte après un deuil, l'accompagnement émotionnel est important, hein. Pour avoir confiance en sa vie, avoir confiance en cet enfant, fœtus, enfant qui va grandir. Le Red Chestnut aide beaucoup à accepter le chemin de vie de l'enfant en question. Et je pense que c'est une fleur qui accompagne aussi pendant le deuil, d'accueillir et d'accepter que cet enfant est juste venu quelques heures ou quelques jours sur Terre pour nous apporter quelque chose, en fait. Et il a vécu toute sa vie. Moi, j'adore. Voilà. Je crois que c'est Françoise Dolto qui dit ça, je sais plus. Et il a vécu toute sa vie. Ah ouais, je trouve ça très beau. Et du coup, la prise de la fleur de Red Chestnut va apaiser le cœur du parent de se dire c'est son chemin. Et au lieu de transmettre des vibrations, puisqu'on est tous faits de vibrations, lorsqu'on rencontre quelqu'un, on a les bonnes ou les mauvaises vibrations, mais c'est tout des vibrations. Donc notre enfant, lui transmettre qu'on a confiance en son chemin, qu'il a les armes pour vivre son court chemin. C'est pas facile à dire à une maman qui sait que son bébé vivra peut-être que quelques jours. Mais en tout cas, la prise de la fleur va parler directement au cœur de la maman. Et du coup, l'enfant va être accueilli par une maman qui a confiance en son chemin. On va lui transmettre de la confiance. La Red Chestnut, c'est vraiment la particularité, c'est la peur pour l'autre. Red Chestnut, c'est une fleur de peur. Donc c'est vraiment ne pas avoir peur pour son embryon ou son enfant. C'est une fleur que je connais bien, je l'ai prise hier soir. Parce qu'il y a un événement qui s'est passé. Et j'ai dormi vraiment très très bien en me disant... la personne va être capable de le faire, j'ai confiance. Alors qu'une demi-heure avant, j'avais une boule là en me disant, c'est arrivé ça me fait mal pour lui. Donc la prise là, c'est vraiment la peur pour l'autre et c'est de dire, l'enfant qui est là va avoir toutes les capacités pour vivre son chemin. Voilà, d'accord. Et nous-mêmes, parce qu'en fait la fleur du coup nous fait du bien à nous, vraiment on se sent en confiance dans le chemin de l'enfant. Et je pense que dans un deuil, c'est bien aussi, enfin c'est bien, de donner cette fleur, elle est intéressante et elle va faire du bien à la personne qui pense que son enfant a souffert ou que c'est trop court. Enfin, on a mal pour aussi notre bébé. On a mal pour les personnes qu'on aime. Complètement. Ah oui, absolument. On trouve ça horrible ce qui lui arrive. Bien sûr. La prise de la fleur va être vraiment à nous aider à comprendre que c'est son chemin. Ça nous enlève cette boule dans le ventre de douleur pour l'autre. Et du coup, on profite du moment dans l'accompagnement. C'est très beau. Et on offre ça aussi à la personne dont on a peur. Red Chestnut. Red Chestnut. Merci. Voilà.
Pascal, alors est-ce que tu peux, alors avant de conclure, est-ce que tu peux peut-être, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit, un dernier conseil que tu voudrais donner dans ce cadre-là? Non, j'aimerais te remercier de m'avoir invitée parce que c'est chouette ce qu'on fait d'accompagner les gens en souffrance. Et je vais avoir une petite larme, il faut que je l'enlève. Et tu fais ça très bien, c'est très touchant. Et je trouve ça très chouette. Voilà. Je suis très heureuse de partager mon savoir en fleurs de bac pour que ça puisse être utilisé par toutes et tous. Avec une petite larme. Et est-ce que tu penses, parce que moi il y a quelque chose que tu m'as dit que j'ai trouvé trop utile à mettre dans sa petite trousse d'urgence maternité, c'est que la fleur, c'est Star of Bethlehem qui est aussi sous forme de crème, c'est ça? Alors, non, elle n'est pas sous forme de crème. Il y a le Rescue qui est sous forme de crème. D'accord. Non, Star of Bethlehem, ce que vraiment j'aimerais dire aux mamans lorsque vous accouchez pour faire des bébés fleurs, c'est de prendre un peu de Star of Bethlehem, de le mettre dans une crème, parce que c'est un choc d'accoucher et pour le bébé et pour la maman. Hein, on sort de son confort pour aller dans la vie. Et c'est de mettre quelques gouttes de Star of Bethlehem dans une crème pour bébé et de masser votre enfant et vous-même un petit peu. De toute façon, le fait d'en mettre sur les mains et de masser votre bébé pour l'accueillir dans cette vie, ça sera apaisant pour tout le monde, pour tous les deux. Et peu importe finalement, je trouve, tu vois, que notre bébé soit en vie à la naissance ou pas, je trouve que la symbolique et cet acte est beau en fait, pour lui donner toute sa place. Je n'ai pas réalisé, mais même si effectivement, faut le faire. Si notre bébé naît sans vie. C'est ça. Ouais, je trouve que c'est parce que c'est un moment en plus où je pense qu'on ne sait pas. Moi, Anna est née vivante et elle a vécu 14 heures, mais je me mets. Enfin, on n'avait aucune certitude qu'elle naîtrait vivante et justement, je me serais sentie un peu prise au dépourvu. Qu'est-ce que je peux faire pour ce contact en fait? Et du coup, ça me touche beaucoup ce que tu dis. Je pense que voilà, ça peut-être résonner chez certaines. Je trouve ça très très beau. Et même un bébé sans vie, parce que du coup, ça permet de Star, vu que c'est la fleur de la tristesse, vraiment de réparer, de toucher, de se connecter. C'est ça, de se connecter. À soi, à l'univers et au bébé. Et au bébé, et si on en ressent le besoin et si on en a envie, parce qu'évidemment, là encore, il n'y a aucune c'est juste une idée, parce qu'on peut ne pas y penser, mais c'est possible. Ouais, génial. Merci beaucoup. Du coup, moi aussi, je te remercie parce que c'était trop chouette, c'était fluide. Je me suis sentie complètement à l'aise de parler de ce sujet avec toi. Très heureuse que ça constitue une ressource de plus pour les mamans et heureuse de contribuer à mon niveau. Parce que comme tu disais si bien, comme tu le faisais remarquer, on est des fois dans des postures où c'est difficile de se sortir de ces états-là, même temporairement, pour pouvoir aller chercher du soutien. Oui. Et donc, de faciliter le plus possible l'accès à ces informations, à ces ressources, pour qu'au moment où elles se le sentent, ou si ça fait écho aussi à leur entourage, en fait, qu'ils puissent être peut-être eux aussi en mesure de proposer. Voilà, de proposer, et après chacune fait comme elle le ressent. Écoute, moi je propose qu'on conclue sur ces paroles-là. Ça m'a fait beaucoup de bien aussi d'un point de vue personnel, donc je te remercie. Merci. As the light leaves your eyes,